L'Opéra de Paris n'est pas le seul à cacher un incroyable souterrain. Sous l'actuelle place d'Enfer Rochereau, un lieu fascinant et effrayant. À 20 mètres sous terre, sur 1,7 km, la plus grande nécropole du monde. Les catacombes. Logées dans les carrières de Paris, des milliers de crânes et de fémurs scrupuleusement ordonnés dans une étrange mise en scène. Plus de 2 millions de cadavres. Mais que font ces dépouilles sous les pavés de Paris? Qui a décidé de les enterrer là? Comment est né cet effrayant royaume des morts? Février 1780, quartier des Halles. En cette journée d'hiver, il flotte dans l'air une puissante odeur de charogne, dont le voisinage a fait son affaire. Car ce faubourg abrite l'un des plus anciens cimetières parisiens, le cimetière des Innocents. Des fosses communes dans un terrain en friche, pour les nobles comme pour les pauvres. Au XVIIIe siècle, le cimetière est dans un état d'insalubrité absolument indescriptible. Le cimetière des Saints-Innocents servait à l'inhumation des morts de 22 paroisses parisiennes. Des fosses qui ne tardent pas à déborder littéralement. Les cadavres sont dévorés par les cochons et les chiens errants. Et de curieux phénomènes sont signalés dans les caves environnantes. Les gaz provenant de la décomposition des cadavres sont si importants qu'ils filtrent à travers les murs et éteignent les chandelles de suif. Dans la rue de la Lingerie, une odeur terrible provenant d'une échoppe intrigue le voisinage. Alors, c'est le quartier des Halles au XVIIIe siècle, hein. C'est pas très propre. Pour que des gens du quartier des Halles trouvent que ça sentait pas bon, c'est que vraiment l'odeur devait être assez extraordinaire. Et là, devant les yeux médusés de tout le monde, spectacle d'horreur, le mur du fond de la cave a cédé et les cadavres en décomposition étaient en train de glisser dans la cave. La cave d'un commerçant qui a pignon sur rue, envahi par des dépouilles. Le choc est brutal. On craint les épidémies. Une pétition est adressée à Jean-Charles-Pierre Lenoir, lieutenant général de police. Dans l'urgence, il impose que les murs des caves soient enduits de chaux et avertit Louis XVI de l'urgence de la situation. Une mesure de salubrité publique, c'est l'ordre du roi, tout simplement, on décide de fermer. Mais la question qui se posait immédiatement, mais où va-t-on mettre ces ossements? Que faire de plus de 500 000 cadavres? Le roi Louis XVI presse le préfet de police de trouver une solution. Le seul endroit qui peut accueillir autant de dépouilles, les anciennes carrières de la plaine de Montrouge, à 20 mètres sous terre. Reste maintenant à transférer les centaines de milliers d'ossements. Jamais dans l'histoire, une opération d'une telle envergure n'avait été envisagée. Le 7 avril 1786, à la nuit tombante, les premiers transports quittent le cimetière des Innocents, 6 ans après sa fermeture. Des convois d'ossements quittaient le quartier des Halles et traversaient l'île de la Cité pour monter sur la montagne Sainte-Geneviève et gagner la campagne. Oui, mais il fallait traverser Paris. On craignait que les habitants de Paris se mettent « mais qu'est-ce qu'on fait de nos morts ?» Pour éviter le scandale, des prêtres et des enfants de chœur se joignent au cortège, chantant tout du long l'hymne des morts. Ainsi, durant 15 mois, des centaines de milliers de corps traversent la capitale jusqu'à leur dernière demeure, les anciennes carrières. C'est par cet endroit que sont tombés des millions d'ossements. Des ossements qui faisaient quand même une chute de 20 mètres, ce qui n'est pas rien, avec un bruit très particulier. Dans l'ombre des galeries,
Les ossements, jetés à même le sol, s'entassent sur des centaines de mètres. Riches, pauvres, jeunes, vieux, célébrités ou inconnus, tous logés à la même enseigne. Les ossements se mélangent, donc c'est un grand mélange de Parisiens. Le fémur de X va côtoyer le crâne de Y et le tibia de Z. Alors on a des écrivains comme Charles Perrault, on a des personnages révolutionnaires comme Robespierre. Donc tous ces noms sont des personnalités qui hantent le lieu mais qu'on ne saurait identifier. Le puits refermé, interdite d'accès au public, les catacombes glissent alors quelques années dans l'oubli. En 1804, le pouvoir est entre les mains d'un général des armées, Napoléon Bonaparte. Couronné empereur, il ordonne que l'on remette de l'ordre dans sa capitale. De l'Arc de Triomphe au canal de l'Ourcq, tout ne doit être que splendeur. Une tâche qui incombe aussi à l'inspecteur général des carrières, Éricard de Thury. Celui-ci est chargé de valoriser le gigantesque ossuaire créé il y a plus de 20 ans. Quand Éricard de Thury hérite des catacombes, en fait, il n'y a aucun aménagement. C'est vraiment un lieu de stockage des ossuaires. Donc, il est face à un amoncellement d'ossements qui sont très vaguement localisés par provenance de cimetières, mais il n'y a pas d'installation qui est faite par ses prédécesseurs. Fortement influencé par la littérature gothique anglaise, qui donnera naissance au célèbre Frankenstein, l'inspecteur des carrières tombe aussitôt amoureux des catacombes. Persuadé que ce lieu doit être rendu au public, il met en place un projet inédit dans l'histoire de l'humanité. Le premier musée dédié à la mort, fait des ossements de millions de Parisiens. La technique de montage qu'a choisi Éricard de Thury, c'est vraiment la technique d'une part des carriers, c'est-à-dire on fait une façade qui est faite avec les os les plus solides, c'est-à-dire les fémurs et les crânes. Et derrière, on va mettre le vrac, c'est tous les ossements qui ont été fragmentés par la chute de 20 mètres qu'ils ont subi au moment du transfert d'ossements dans le sous-sol. Les travaux durent des mois. 1,7 km de galeries sont aménagées sur 11 000 mètres carrés. La plus grande nécropole du monde est née, et elle est artistique. Conscient du potentiel de son œuvre, Éricard de Thury ne veut rien laisser au hasard. Pour marquer les esprits, il soigne le moindre détail. Gravures, autels, mise en scène macabre. Tout est fait pour impressionner le public. Il veut en faire un lieu où on ressent de l'effroi, de la fascination, de la peur, du respect. Donc il veut créer un lieu insolite, unique en Europe, qu'il faut avoir visité en venant à Paris. C'est un lieu incontournable, un peu dans la visite du touriste du 19e siècle. Le 1er juillet 1809, les catacombes ouvrent au public et deviennent un lieu mythique de la capitale. L'empereur d'Autriche, Oscar II de Suède et Napoléon lui-même descendront dans l'ossuaire labyrinthique.